avec au Cambodge l'expérience du prince Norodom Shamta Rengse. Et je vous invite à redevenir le plus possible autonome politiquement, parfaitement défini par Simone Veil dans son ouvrage Note sur la suppression générale des partis politiques. Histoire, philosophie et politique, car tout est politique dans la vie. Histosophienne, histosophien, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'indépendance politique. Ma chaîne s'appelle Histosophie politique. Tout simplement parce que l'histoire, notre histoire, est ce qui nous définit. La philosophie, c'est ce que nous concevons comme avenir. Et la politique, c'est ce qui va cimenter le projet. Donc, histoire, philosophie et politique. Politique ne pas à confondre avec les hommes politiques, souvent inutiles, ni avec les partis politiques, qui sont des dogmes idéologiques. Parfaitement défini par Simone Veil dans son ouvrage Note sur la suppression générale des partis politiques. Pour ma part, je me définis comme un anarchiste de droite. De droite car je suis attaché à la méritocratie et à certaines valeurs de la tradition. Anarchiste car je suis fondamentalement contre toute forme d'État et de parti. Mais comme nous sommes de faibles bêtes, des animaux impolis, nous avons besoin d'un minimum de lois pour gérer la société et donc de politique dans le sens de système politique nous permettant de cohabiter dans nos espaces de paix. Et pour cela, pour pouvoir cohabiter dans nos espaces de paix, il faut être autonome politiquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être autonome politiquement ? Ça veut tout simplement dire d'être souverain chez soi, avec le plus de liberté individuelle possible. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis parti vivre au Royaume du Cambodge, car ici, nous sommes encore relativement libres. Donc, si nous n'avons pas d'indépendance politique, nous serons toujours au bon vouloir, à la solde de l'autre, des autres. Et l'enfer, c'est les autres, nous a dit Jean-Paul Sartre. Si l'enfer, c'est les autres, eh bien, il faut créer nos espaces de paix et les défendre. Pour être indépendant politiquement, il faut, à mon sens, réunir les 3 E dont je parle dans Espace et Paix. Les 3 E sont, bien sûr, le premier espace, le territoire, notre maison, qui a des frontières, c'est-à-dire une limite. C'est un espace physique, mais aussi psychologique, intérieur, spirituel. Le deuxième E, c'est l'énergie thermique, mais également alimentaire. Et le troisième, c'est l'éducation, au sens de l'autonomie culturelle. Nous sommes ni américains, ni russes, nous français. Nous sommes la 3e voie que le monde attend, que nous étions avec De Gaulle, jusqu'à peut-être aller jusqu'à Pompidou. C'est le rôle de la France, c'est le rôle dans la France, c'est son histoire, c'est son rôle dans le monde et le rôle des Français. Alors, à la fin, à la conclusion, je donnerai un exemple d'autonomie politique qui est un cas d'école très intéressant avec au Cambodge l'expérience du prince Norodom Shamta Rengse. Alors, Shamta Rengse, c'est un personnage haut en couleur qui a créé un petit royaume dans le sud du Cambodge durant la guerre civile. Et il était autonome politiquement, mais également financièrement. Alors, je rentre dans la partie histoire.
Nous vivons aujourd'hui des temps extrêmement intéressants, même s'ils sont inquiétants. C'est la première fois dans notre histoire, et là je peux en parler d'une manière générale, l'histoire du monde, c'est la première fois dans notre histoire qu'il existe une politique commune au niveau planétaire. Le capitalisme de surveillance dans lequel nous sommes, c'est le système politique dans lequel nous sommes, et c'est un dogme, hein, c'est un parti. Le capitalisme de surveillance, que ce soit en Chine, dit encore communiste, ou aux États-Unis, en passant par l'Europe, la Russie également, même si c'est dans une moindre mesure et ainsi que les BRICS, c'est quelque chose, on va dire, de global, le capitalisme de surveillance. Désolé, petite interruption pratique, les poubelles sont venues entre-temps. Et au Cambodge, quand ils viennent, il faut y aller. C'est pas régulier comme dans un pays plus avancé dans le capitalisme de surveillance. Alors, ce que je vous disais, c'est que nous vivons effectivement dans un monde globalisé du capitalisme de surveillance qui englobe tous les pays. Je disais peut-être que les BRICS sont un peu moins, mais je ne pense pas fondamentalement. Les pays émergents, peut-être oui, comme au Cambodge ou en Afrique ou certains autres pays où la technologie n'est pas encore arrivée au niveau du contrôle des sociétés occidentales notamment, ou chinoises, nous avons encore un petit peu de liberté individuelle. Alors maintenant, pour illustrer cela, pour vous faire comprendre que nous ne sommes plus du tout autonomes, et c'est bien triste, politiquement, c'est la gestion. Alors bien sûr, cette surveillance, comme je disais à l'instant, elle est possible grâce aux technologies de l'information, hein, et aussi par votre consentement à donner de l'information aux GAFAM afin de créer ce big data qui sont ces données qui permettent de nous analyser, de nous comprendre et de nous influencer. Alors la crise sanitaire de 2018 jusqu'à nos jours est très intéressante parce que elle a révélé ce capitalisme de surveillance, cette entente. Alors bien évidemment, au début, je pense que c'est la peur qui a créé cette situation. On ne savait pas trop à quoi nous avions affaire, moi le premier. Donc la peur a poussé les gouvernements à prendre des mesures radicales très rapidement, ce qui est en soi une bonne chose. Par contre, c'est l'effet qui se coule, c'est-à-dire les doubles effets. C'est-à-dire, oui, la peur a engendré un contrôle de la population assez serré, mais après, quand on a commencé à comprendre réellement la maladie, au lieu de relâcher, de protéger les personnes à risque, etc., on a continué à faire cette politique de surveillance et à en mettre de plus en plus de moyens jusqu'à la guerre en Ukraine aujourd'hui où notre président mal élu Macron nous dit que nous sommes encore en guerre et prépare la population à une éventuelle guerre sur le terrain. Tout cela, c'est la même chose, c'est de l'opportunisme de situation qui fait que pour un gouvernement, dans ce dogme politique du capitalisme de surveillance, eh bien, c'est pratique de pouvoir mettre des lois pour restreindre nos libertés individuelles afin de mieux, entre guillemets, nous protéger. C'est bien évidemment tout ça est fait au nom de l'amour et de la bienveillance, bien sûr. Alors, je suis sérieux hein, quand je dis ça. On ne fait jamais le mal pour le mal, on fait toujours du mal pour le bien. C'est ça le paradoxe du mal. Lisez Espace épais, c'est expliqué. Donc nous avons perdu des droits fondamentaux de liberté, ce qui, une fois de plus, au Cambodge, ça a été relativement bien géré. Je pense que nous avons été fermés pendant 2 semaines, grand maximum. Rien n'a été fermé, les business ont continué. Voilà. Il y a eu, bizarrement, il y a eu une plus grande intelligence dans les petits pays que dans les grands pays, mis à part peut-être les pays du Nord qui ont été un peu moins sous la Suède, par exemple. Bon, voilà, à voir. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'une politique mondiale a été commune à tous les pays de la planète.
c'est la première fois que ça a existé. C'est quelque chose de très intéressant et nous sommes rentrés dans une psychose digne de 1984. Une fois de plus, je ne dis pas qu'au début, elle n'était pas justifiée. On a eu peur, moi le premier, je le redis. Mais petit à petit, quand les informations ont commencé à se croiser, qu'on a pu faire des analyses, qu'on a commencé à comprendre de quoi il s'agissait, au lieu de redonner cette liberté, eh bien en fait, le capitalisme de surveillance est resté dans le même système. Et vous êtes plus du tout politiquement autonome. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Le capitalisme de surveillance, à son plus haut niveau de puissance, c'est aujourd'hui, c'est la fin de l'autonomie citoyenne, fin de nos libertés fondamentales, planification sanitaire, autoritaire, ostracisation des personnes non conformes. Voilà quoi, c'est digne d'un système totalitaire absolu. Avec ce côté vicieux, puisque c'est pour notre bien et que, bien évidemment, on n'est pas envoyé en camp de rééducation, quoique presque, hein, mais voilà, tout ça au nom de notre bien, parce que nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants, nous avons perdu notre autonomie politique, et donc les adultes, c'est-à-dire nos dirigeants, eux, savent et décident pour nous. Alors que dirait Simone Veil face à cette révolution du parti unique du capitalisme de surveillance? Je pense qu'elle serait extrêmement choquée. Je rentre dans la philosophie. Comment avons-nous accepté cette position? Pourquoi devenons-nous plus idiots? Et c'est le sujet de ma précédente vidéo. Sommes-nous dans une phase de régression intellectuelle, une régression d'autonomie politique? Je pense que oui. Nous régressons dans un état enfantin, infantile. Nous sommes des enfants, donc nous ne savons pas. Les parents, les adultes, donc nos dirigeants, ceux qui sachent bien, ceux qui ont la connaissance, doivent décider pour nous, car nous sommes trop jeunes, trop immatures pour comprendre. Alors ça, c'est assez inquiétant, si vous voulez, car ça n'offre pas une perspective d'avenir captivante. À partir du moment où la plupart des jeunes, notamment, lâchent l'affaire politique. Ils ont fait un trait, ils ont abandonné, je pense, pas tous, mais en majorité, il me semble, et donc pour eux, c'est le capitalisme de surveillance est le système qui va prédominer, et on ne peut pas en changer. Donc chacun fait sa petite vie, tant bien que mal. Donc ça, c'est les espaces de paix se réduisent à l'échelle quasiment personnelle ou en couple, à deux, sans enfants, parce qu'on ne fait plus d'enfants non plus en Occident. À quoi bon, pourquoi, etc. Bon, voilà, vous voyez toutes ces questions. Et là, je vais vous citer encore Simone Veil de son livre Notes sur la suppression générale des partis politiques. J'ouvre les guillemets, je cite. Les lunettes des factions sous la terreur furent gouvernées par la pensée si bien formulée par Chomsky, un parti au pouvoir et tous les autres en prison. Ainsi, sur le continent d'Europe, le totalitarisme est le péché originel des partis. Alors je pense que c'est tout à fait d'actualité et là on peut aller au-delà du continent européen et au monde complet, le capitalisme de surveillance, donc ce dogme politique, ce parti politique nous contrôle et c'est totalitaire, mais un totalitarisme, comme je disais tout à l'heure, vicieux, car il est quasiment demandé par nous, les enfants, qui ont perdu totalement notre autonomie politique. Nous demandons à être surveillés. A priori, nous aimons cela. Moi, non. Hein, c'est pour ça, une fois de plus, que je suis dans un pays où il y a encore un peu de liberté. Et si ça change, je partirai, j'irai ailleurs. Globalement, j'ai besoin de personne pour vivre. Je suis autonome. Enfin, j'essaye de l'être le plus possible. On a toujours une dépendance à quelque chose, mais voilà. Alors maintenant, je rentre dans la politique. Politiquement, nous avons abandonné. On nous balance 2-3 peurs régulièrement.
Là maintenant, actuellement, donc c'est la guerre en Ukraine, mais qui va petit à petit disparaître. Pas la guerre, parce qu'elle va continuer. Il y aura une sorte de Corée du Nord, une ligne Maginot. Enfin, voilà, ça va se stabiliser à un moment donné. Ben, on nous montrera autre chose. Une nouvelle psychose arrivera parce que nous avons besoin de ces psychoses pour que ce capitalisme de surveillance puisse tranquillement asseoir sa politique partisane et nous contrôler. Une fois plus, ce n'est pas une conspiration mondiale, etc. C'est de l'opportunisme. Les gens qui nous dirigent vont vers la facilité. Et la facilité, c'est la manipulation. Alors, la folie, je vous lis toujours ce même texte que je vous lis souvent d'Anatole France, mais il est tellement beau et vrai et précis que je vous remets une couche. La folie de la Révolution fut de vouloir instituer la vertu sur terre. Quand on veut rendre les hommes bons et sages, libres, modérés, généreux, on est amené fatalement à vouloir les tuer tous. Voilà. Alors là, on nous tue plus, ce que je disais, la société est quand même moins violente qu'avant, donc on nous tue socialement. On nous cantonne, on nous manipule socialement. Il n'y a plus de camps de concentration, il n'y a plus de bagnes, Pol Pot est mort depuis longtemps, mais on nous contrôle socialement. C'est-à-dire, en fait, on peut nous couper les réseaux, nous couper TikTok, nous couper YouTube, et à ce moment-là, on est mort socialement, on n'a plus de réseau, et ainsi de suite. Vous voyez, les gens sont tellement enfantins qu'ils ont une dépendance totale vis-à-vis de leurs parents. Qui est, je dis même pas l'État, parce qu'il n'y a plus d'État, c'est la gouvernance mondiale. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant et c'est surtout un phénomène tout à fait nouveau depuis quelques décennies. Ça n'a jamais existé avant, une telle entente globale du capitalisme de surveillance, de ce système, de ce dogme, de ce parti. C'est pour moi, à mon sens, extrêmement inquiétant. Comme la vertu ne sera jamais établie sur Terre, nous sommes faibles, nous sommes des animaux, certes faibles, impolis, etc. Mais nous avions jusqu'à aujourd'hui, tout du moins il n'y a pas encore très longtemps, nous étions politiquement autonomes. La France était autonome, les gens étaient plus autonomes, plus adultes. Là, nous régressons réellement, je pense, j'en suis maintenant convaincu. Je vais vous citer la devise de mon clan écossais, mon clan de mes ancêtres écossais, Anderson, qui est sola virtus nobilitat, seule la vertu anoblit. Le problème, c'est que on veut même plus être vertueux. On a abandonné l'idée d'être vertueux. Nous, tout ce qu'on veut aujourd'hui dans cette capitalisme de surveillance, c'est avoir notre petit confort quotidien, notre petit confort quotidien, nos petits réseaux, nos petits jeux, et plus de soucis politiques, plus les gens sont de moins en moins volontaires à prendre du risque politique ou du risque tout court. Bon, il y a toujours des entrepreneurs, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que profondément, nous avons abandonné la politique. Et c'est ça qui va pas du tout. Il faut reprendre la politique, il faut faire, je pense, une 6e République. Tout du moins, pour moi, une des solutions politiques, c'est de créer un front commun de l'extrême gauche à l'extrême droite, sans homme politique, d'accord, pas un parti non plus, c'est une coalition pour prendre le pouvoir, mettre en place la 6e République, faire accepter le référendum d'initiative populaire, faire accepter le vote blanc et ainsi de suite, changer la législation pour beaucoup plus d'autonomie et moins de politique, et ensuite refaire des élections pour là, à ce moment-là, voter pour un parti. Si encore il faut des partis, c'est une autre question. À mon sens, je pense pas, mais bon voilà. Donc maintenant, je rentre dans la conclusion. Et là, on va parler du cas d'école de ce personnage incroyable, Norodom Shantarengsé. Alors, vous savez que en parlant de vertu, on parlait de vertu tout à l'heure, c'est même si la devise de mon clan, c'est seule la vertu anoblit, trop de vertu est dangereux. Méfiez-vous des gens qui veulent être trop vertueux, car souvent cela cache un trouble psychologique important. Et en parlant de vertu, il y a un personnage qui s'appelle Solatsar, dit Pol Pot, qui était très vertueux. Pol Pot ne s'est pas enrichi, contrairement à Hitler, par exemple, avec Mein Kampf.
Il a vécu simplement toute sa vie, sans excès, sans alcool, une vie relativement simple. Et pourtant, il a été à la tête du régime communiste le plus fou qui ait jamais existé. Je rappelle que le régime de Pol Pot a aboli l'argent, a massacré la moitié de sa population qui étaient les non-conformes, etc., etc. Lui, il a appliqué exactement ce que nous dit Anatole France sur le danger de rendre les hommes vertueux. C'est-à-dire que lui, il a tué la moitié de sa population pour, entre guillemets, formater une nouvelle race, hein, un nouveau peuple, le peuple ancien. En gros, les paysans. Voilà, un peuple paysan, en tuant tous les intellectuels. C'est un truc incroyable. Et ben, ce monsieur a fait tout cela au nom du bien et au nom de la vertu et au nom de sa propre soi-disant vertu. Et alors, il y a un personnage qui s'est dressé contre cette folie. Pas qu'un, mais bon, lui en l'occurrence, je vais parler de lui. C'est monsieur Chanta Rensei, nom de famille Norodom. Hein. Chanta Rensei, c'est un personnage incroyable. Je vais vous montrer, parler un petit peu de lui. Et lui, il a créé, si vous voulez, un petit royaume dans le sud du Cambodge, dans une région montagneuse, totalement autonome. Il a tenu tête aux Français. Il a commencé son combat contre les Français, l'occupation coloniale française dans les années 40 avec les Japonais. Ensuite, il a eu quelques brise-billes avec son cousin, le roi Norodom Sihanouk. Il a été un peu en prison, envoyé en France, il est revenu. Et ensuite, il n'a pas participé au coup d'État de Lon Nol, mais il est devenu général pour Lon Nol ensuite. Alors, en 1924, donc c'est sa naissance. 1940, donc là, il sert avec, il participe avec les Japonais à l'indépendance du Cambodge contre les Français. Hein. Il y a eu des massacres, hein, d'ailleurs, à cette époque-là. Les Japonais, en 1946, ont décapité, je crois, 2000 officiers français, un truc comme ça. Dans les années 50, il a rejoint le mouvement Issarak, c'est-à-dire un mouvement d'indépendance contre la présence française, qui est justifié. Hein. Moi, je suis contre toute forme de colonisation. Donc voilà, très bien. En 57, donc, il part en France et faut se former militairement. Il revient ensuite, et là, le roi Norodom l'emprisonne pour soi-disant un coup préparé, etc. Bon, il est libéré ensuite et il devient le directeur du casino de Phnom Penh. Et là, il gagne beaucoup d'argent. Le casino de Phnom Penh lui a permis de créer une fortune. Ensuite, les années 70, le coup d'État de Lon Nol, donc financé par la CIA, et là, il reprend du service et il crée la 13e brigade, qui est donc du sud du Cambodge, entre Kirurun et Kompong Spe, pour ceux qui connaissent. Et là, il a sous ses ordres une petite armée, mais pas qu'une petite armée. Parce que le Cambodge était encore un pays féodal. Toujours de nos jours, les généraux, etc., qui ont du pouvoir, ils ont des militaires, mais toutes les familles avec. Et lui, c'est le cas. Donc, il a, je crois, au moins 500 000 combattants, mais avec leurs familles et tous les villages, etc. Donc, ça fait des centaines de milliers de personnes dans son petit royaume. Et là, il est totalement autonome parce qu'il a monté un système très, très intelligent de résilience, on peut presque dire. En fait, les infirmes de guerre géraient une porcherie, donc une coopérative, et chaque villageois recevait une truie pleine, et il devait s'en occuper, la nourrir, etc., et rendre à la coopérative, il me semble, la moitié des porcs élevés. Et ils en gardaient la moitié pour eux. Et ça a très bien fonctionné, vous voyez. Donc on peut créer un espace de paix concret, politique. Alors bien évidemment, lui, c'était le roi de ce petit royaume, hein, donc c'était un royaume, hein, une royauté, mais pourquoi pas. Les paysans étaient très contents, il était adulé comme un dieu, presque. Les gens vivaient bien, et à cette époque-là, on est dans la guerre civile au Cambodge, hein, donc les gens vivaient bien dans son système, et il a tenu tête jusqu'en 75, où les Khmers rouges, a priori, l'ont tué, et entre-temps, il a eu une petite heure de gloire, car un journaliste l'a fait un peu connaître, enfin deux d'ailleurs, l'a fait connaître au monde entier, et il a été décrit comme étant un roi, un petit roi avec
avec son armée et ses habitants. Donc c'est un journaliste, enfin c'est un journaliste, c'est un Australien qui était venu au Cambodge, qui s'appelle Dale, Spencer Dale, qui a fait beaucoup de photos, des films en Super 8, etc., qui a documenté cette guerre et qui est devenu ami avec Shamta Rinpoche. Et c'est grâce à lui qu'on a encore des photos et des traces. Il a essayé de faire l'intermédiaire avec la CIA, etc., pour les financer, lui retrouver des armes à la dernière minute, etc. Bon, ça s'est pas fait. Ils ont aussi fomenté un coup d'État contre Lon Nol pour prendre le pouvoir, mais la CIA avait peur de Shamta Rinpoche. Il pensait que ce monsieur avait trop de caractère, ce qui est vrai, et qu'ils n'allaient pas pouvoir le contrôler. Vous voyez, c'est toujours le contrôle. L'autonomie réelle est complexe. Alors lui, il a eu une petite autonomie pendant quelques temps, mais ça s'est mal fini. Et les communismes, donc en fait, il a dû se rendre au chef communiste Tamok de la région. Et a priori, en 75, les 4500 habitants de la base, familles, enfants et militaires, hein, ont tous été massacrés par les Khmers rouges. A priori, 18 auraient survécu. Je fais aussi une note intéressante, hein, quelque chose à retenir, c'est qu'en fait, il avait commencé à négocier avec les Khmers rouges, qui demandaient dans la région pour se rendre entre 4 et 10 millions de dollars chacun, pas par Khmer Rouge, hein, par chef Khmer Rouge, bien sûr, et la CIA n'a pas financé, etc. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi? C'était en fait que ce monsieur a fait une région autonome, hein, il a créé son petit royaume, dans un esprit de coopérative, où les villageois n'avaient plus besoin de s'endetter, c'était pris en charge, c'était une sorte d'entrepreneuriat coopératif. Et ça a parfaitement bien fonctionné. La coopérative est une très bonne idée d'entrepreneuriat parce que ça responsabilise les gens. Et c'est tout à fait le contraire de nos jours. C'est-à-dire que les individus aujourd'hui sont de moins en moins responsables dans le capitalisme de surveillance. C'est totalement paradoxal parce que nous pensons être dans une société libérale où l'entrepreneur peut se développer, etc. Certes, il peut toujours, même si en Europe et en France notamment, c'est compliqué. Mais en réalité, nous régressons à l'inverse. Je pense que dans les années 70, les gens étaient plus autonomes, politiquement, mieux formés et également plus enclins à prendre des risques et à vouloir être autonomes politiquement. Bon, voilà un petit peu cette histoire incroyable de monsieur Norodom Shamta Rinpoche. Et là, je vais vous terminer quand même par un petit peu de poésie. Parce qu'il faut quand même un peu de poésie dans ce monde d'attardé. Je vous lis un poème qui a été écrit par un monsieur d'origine écossaise, donc ça me fait plaisir, qui s'appelle James Fenton. Ce poème date de 1981. Alors, c'est une traduction de l'anglais avec Deep L, hein, c'est pas forcément la meilleure traduction, enfin bon voilà. Je cite, « Lorsque son Excellence, le prince Norodom Shamta Rinpoche, m'a invité à déjeuner sur le champ de bataille, sur chaque bouteille, Napoléon Bonaparte plaidait pour l'authenticité du spiritueux. Ils appelaient les bouteilles vides « dead soldiers » et se réjouissaient de les voir s'entasser à nos pieds. À gauche, le prince, à ma droite, son assistant ivre. J'aurais voulu arrêter son aide, l'assistant, qui était le frère de Salot Sar. Et il pouvait bien s'en vanter, Salot Sar était le vrai nom de Pol Pot. C'était une guerre de famille, quoi qu'il en soit, car le prince combattait Sihanouk, son neveu, et Jokek Kap, l'assistant, était opposé à son frère, dont je ne me souviens rien d'autre qu'une obscure réputation de vertu. On m'a dit que le prince se battait toujours quelque part dans les Cardamones ou le mont des éléphants. 1981, James Fenton, Dead Soldier. Voilà, je termine sur ce petit poème et je vous invite à redevenir le plus possible autonome politiquement. C'est la seule façon de devenir un homme, au sens large, hein, homme ou femme, un homme indépendant, autonome, souverain et maître de son destin. Merci, à très bientôt.